Il est 8h33, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du renouveau démocratique et ça n'est pas rien. On va y revenir dans un instant, mais on va surtout parler salaire, prix, on va parler services publics et on va parler colère. Colère notamment parce que demain, il y a cette finale de la Coupe de France. Ce sera au Stade de France. Emmanuel Macron y sera. Et l'intersyndicale a prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets. Là, pour le coup, vous ne pourrez pas les faire interdire comme les casseroles. Un match de foot, la finale de la Coupe de France, c'est pas les jeux du cirque à la romaine en fait. C'est pas la CGT avec son pouce impérial qui pourrait décider à qui de faire huer le président de la République, à qui de couper l'électricité pendant un match. J'en parle parce que c'est ce qu'ils ont fait dans un match de rugby, parce que je crois que le mot d'introduction des élus locaux ne leur satisfaisait pas. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre, vous savez. Prenez l'exemple des Jeux Olympiques qu'on va accueillir en 2024 à Paris. Les Jeux Olympiques, ils ont été aussi pensés pour être un moment de trêve. C'est un moment pendant lequel on ne fait pas de politique. C'est un moment où on se rassemble, où on célèbre, où on encourage, on fête les choses. Donc je crois qu'il y a des moments, il y en aura un le 1er mai pour faire de la politique, et il y a des moments où il faut être capable de le faire de côté. En tout cas, je n'ose imaginer les réactions si nous profitions d'un événement sportif populaire pour passer des messages politiques. On nous dirait que c'est pas le lieu pour le faire. Vous le faites. C'est quand même rare qu'il n'y ait pas des messages subliminaux qui soient passés, y compris de la part d'Emmanuel Macron, quand il parle aux abords des... On ne mobilise pas une foule dans un stade pour faire passer des messages politiques, jamais. Donc, vous invitez les membres de la CGT et de l'intersyndicale à renoncer à cette opération carton rouge. Je n'ai pas d'ordre ou de conseil à donner à la CGT ou à qui que ce soit en matière de syndicat. Chacun fait comme il le sent. Je dis juste qu'il y a des choses, franchement, qui ne sont pas à leur place. Voilà, il y a des moments où on peut manifester, se mobiliser. Et il y a d'autres moments où on peut juste, ensemble, être fiers avec un sentiment de fierté nationale. C'est la finale de la Coupe de France de football. Je recevais ce matin sur RMC Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Donc, c'est sur sa circonscription. Il y sera d'ailleurs demain. Il disait que si Emmanuel Macron descendait sur la pelouse, ce qu'il a toujours fait, systématiquement, lors des précédentes Coupes de France, ce serait du masochisme de sa part, parce qu'il sait qu'il sera très largement hué. Il va y renoncer, vous pensez ? Mais la France Insoumise, elle veut le chaos dans le pays. Ils veulent le chaos, ils veulent la révolution, ils veulent de toute façon que ça pète de partout, pardonnez-moi l'expression. Donc tout est bon pour eux, peu importe le flacon, pourvu qu'ils aient l'ivresse politique. On voit que ça ne leur sert pas. Là, il invite plutôt Emmanuel Macron justement à ne pas y aller parce qu'il... Non mais ce faisant, vous savez très bien le message, ça va être le chaos. Vous savez très bien le message qu'il fait passer. Je ne sais pas si le président descendra sur la pelouse ou non, je ne sais pas, je verrai avec vous, comme vous d'ailleurs, demain soir. Je ne crois pas honnêtement que ce soit le sujet du moment pour les gens. Enfin, moi, les gens, je vous assure, j'en ai vu beaucoup encore hier. Ils me parlent du prix du panier alimentaire, du prix de l'essence, ils me parlent de la sécurité. Ça, c'est des choses dont ils me parlent qui sont concrètes, en fait. Ils ne sont pas tous à me sauter dessus pour me demander si le président sera sur la pelouse du Stade de France. Les prix, on va en reparler, mais quand même une question sur les coupures d'électricité, puisque vous le mentionniez et qu'hier ça a été le cas à Agen. La CGT qui a coupé l'électricité pendant 30 minutes pendant le match de rugby. Le match a pu reprendre ensuite. Évidemment, les organisateurs de la Coupe de France redoutent qu'il n'y ait pareille coupure demain soir au Stade de France. 4 groupes électrogènes ont d'ailleurs été mobilisés et prévus. C'est illégal, mais ça se fait de plus en plus dans certains moments, et notamment pendant les déplacements d'Emmanuel Macron. Vous le redoutez ? Est-ce que vous utilisez suffisamment d'outils ? Est-ce que vous estimez que le gouvernement devrait quasiment porter plainte au nom de l'État sur ce genre de questions ? En tout cas, il y a des plaintes qui peuvent être déposées lorsqu'il y a des coupures sauvages d'électricité. C'est un délit, vous l'avez dit, c'est illégal. Puis ça peut coûter cher. Et ça coûte cher à qui ? Aux Français, parce que c'est les Français qui payent l'électricité. Et lorsque l'électricité est coupée de façon sauvage, lorsqu'il y a des coupures sauvages et qu'il faut aller refaire des raccordements, par exemple, et donc on va mobiliser des gens pour le faire, ça fait monter la facture d'électricité. Donc en fait, ces actions-là, qui honnêtement, pour moi, ne font pas avancer le débat, sont des actions qui peuvent, à l'arrivée, coûter à ceux qui sont censés être défendus par ceux qui les commettent. Le 1er mai, il y aura pour le coup l'intersyndicale qui descend dans la rue. C'est du jamais vu, ils seront tous ensemble pour une manifestation qui s'annonce extrêmement suivie. Elisabeth Borne va les inviter dès la semaine prochaine à Matignon. Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt ? Vous pensez qu'ils vont accepter ? Et nous, on l'a même fait avant, en fait, le 1er mai. Le président de la République, d'ailleurs, avait proposé à l'intersyndicale de les recevoir tout de suite après la promulgation de la loi retraite. Après
Non mais pourquoi? Oui, non, on Il a l'a compris. Ils nous ont dit. Alors qu'il lui avait écrit Non, mais une attendez. lettre tout à fait courtoise. Avant, pardonnez-moi, si, il a proposé de recevoir la CGT dès le mois de juin dernier, elle n'est pas venue. Ensuite, il l'a proposé lors du CNR, elle n'est pas venue. Donc, vous savez, les CGT, c'est parfois on vous pose des lapins tout en déplorant qu'on vous ait pas invité. Bon, en tous les cas, là, on a envie de travailler concrètement, de mettre la question des retraites peut-être de côté, enfin pas complètement de côté, parce qu'il faut qu'on travaille au décret d'application. Comment est-ce qu'on va mettre en place le milliard d'euros? Comment on va dépenser le milliard d'euros pour la prévention de la pénibilité, par exemple? Comment on va penser les dispositifs de carrière longue concrètement pour quelle branche professionnelle? Et là, on a besoin de travailler avec les syndicats. Et puis, à côté de la question des retraites, il y a la question du travail, de l'emploi, Elisabeth du bon Borne, emploi. vous savez si elle a reçu une réponse de Je cette ne sais pas invitation encore si elle a reçu une réponse. Je pense qu'ils vont attendre le 1er mai avant de répondre. Mais on a besoin de se remettre autour de la table. Et je vais vous dire pourquoi je suis confiant. Parce que il y a déjà près de 2 mois, alors qu'il y avait des mouvements de manifestation, alors qu'il y avait des grèves, l'intersyndicat a passé un accord avec le patronat à la demande du gouvernement sur le partage de la pour faire en richesse. sorte qu'on améliore la rémunération des salariés dans les entreprises qui font des bénéfices. Mais vous avez vu, quelle que soit leur taille. vous avez vu la formule de Sophie Binet. Sophie Binet, c'est la toute nouvelle patronne de la CGT. C'est elle qui a pris la succession de Philippe Martinez. C'est à la une de Libération aujourd'hui. Le pouvoir s'est radicalisé. Il n'y a pas que le pouvoir manifestement, vu cette une. Non, ce que je veux vous dire, Vous c'est trouvez que que... les syndicats ils se sont radicalisés? Pas tant que ça, non? Là, vous venez de me parler de coupure d'électricité, en fait. Oui, de certaines franges, mais je veux Non, dire, mais- les représentants, Sophie Bruno Binet, Malherbe, Laurent pardon, Berger. Vous venez de me parler de stades qui sont dans le noir. Vous auriez pu me parler d'un hôpital qui s'est vu quand même couper l'électricité. Tout à fait. Pour moi, Et j'avais interrogé c'est d'ailleurs quelque Sophie chose- Binet là-dessus. Pour moi, qui est aussi un passé syndicaliste, ce sont des choses qu'on ne voyait pas. Donc oui, il y a une radicalisation, et il y a une radicalisation qui se fait à l'initiative, à l'instigation, avec l'encouragement bienveillant d'une frange politique qui s'est elle-même radicalisée, c'est-à-dire l'extrême gauche dans notre pays, je le redis, parce que tout est bon pour eux, pour qu'il y ait une forme de chaos, pour donner le sentiment de déclassement national, là où nous, on a envie de faire avancer le pays. Et je vous garantis que couper l'électricité ne remplit pas le frigo des Français. Couper l'électricité justement. n'améliore pas la sécurité des Français, et couper l'électricité ne fait pas baisser le chômage. C'est nous qui le faisons. Les chiffres du chômage qui sont Alors, sortis est-ce que cette vous semaine remplissez le le frigo? montrent. Alors, est-ce que vous remplissez le frigo? Je suis pas tout à fait sûre. Ça, pour le coup, Olivier Véran. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu comme moi, Emmanuel Macron, qui avait dit il faut que le travail paye mieux. Hier, il était interrogé sur le marché de Dole par des passants, par des clients du marché, qui lui disaient mais vous avez vu cette étude qui montre des écarts indécents entre les très hauts patrons et le salaire médian de leurs entreprises. Il pensait notamment à Stellantis. C'est une étude Oxfam qui le révèle. Et Emmanuel Macron, il a dit mais oui, ça me choque. Je suis choqué comme vous. Ce sont des gens qui sont déconnectés. Mais que n'agit-il pas? Mais alors, est-ce que je suis choqué par des rémunérations D'ailleurs, je ne sais pas ce que les gens font lorsqu'ils gagnent plusieurs millions d'euros par an. Enfin, ni vous ni moi ne savons ce que c'est que le quotidien d'un multimillionnaire ou d'un millionnaire. Donc je ne sais pas ce qu'ils en font. Voilà. Mais je considère que dans la période, alors que vous avez des salariés qui sont en difficulté face à l'inflation, le rôle d'une entreprise qui dégage des bénéfices, c'est de les Sauf que redistribuer la différence entre massivement vous aux et moi, salariés. c'est que vous êtes au gouvernement, Mais- donc vous avez beau ne pas mais savoir ce qu'ils font il y avec, a- vous il y a pouvez un point- décider quand même de ce qui se passe. Il y a un point commun entre vous et moi, c'est que c'est pas vous ni moi qui déterminons le salaire d'un grand patron, d'un groupe, notamment d'un groupe international, parce que c'est surtout les grands groupes internationaux où il y a des Mais écarts à de cela, salaire monumentaux. Cécile Duflot, qui est à la tête d'Oxfam, dit mais si, vous pouvez décider, comme vous avez décidé un jour que c'était l'État qui déterminait quel était le salaire minimum. Avant qu'il n'y ait un salaire minimum, il n'y avait pas de salaire minimum. Donc elle dit maintenant, on pourrait décider d'une loi qui impose un écart décent entre le salaire médian d'une entreprise et le salaire maximum. Pardon, Cécile Duflot et Oxfam, c'est la même personne que celle qui nous expliquait qu'en fait, en prenant 2% des fortunes des grands patrons, on arriverait à équilibrer les retraites, faisant semblant de confondre le salaire d'un patron et le capital d'une entreprise dont a possession quelqu'un qui est en charge de l'entreprise. Donc, voilà, je ne vais même pas répondre sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que nous souhaitons qu'il y ait une réduction de l'écart de salaire entre les grands patrons et les salariés? Oui. Est-ce qu'on travaille pour relever le niveau de salaire des salariés? Oui. Prime Macron, partage de la valeur dans l'entreprise. Je viens de vous en parler tout à l'heure. Rapidement, on est passé rapidement dessus, mais toute entreprise de plus de 10 salariés qui dégage des bénéfices, les salariés vont toucher des bénéfices. Et nous, on prend notre part de travail, on fait notre part du travail. On a annoncé, le président de la République a annoncé la hausse de salaire des enseignants, avec des primes pour les enseignants qui sont données pour tous, et des primes qui sont données en fonction des missions supplémentaires qui seront réalisées, 3 milliards d'euros. Donc on prend notre part dans la fonction publique, on veut que les entreprises prennent leur part
dans le secteur privé, c'est fondamental. Et oui, je Mais pense qu'il y a des symboles qui sont importants. Et je pense qu'un chef d'entreprise qui est à 10 millions d'euros par an, qu'il passe de 10 ou 11, ça ne change pas son quotidien. Par contre, ça change l'image pour son entreprise. Et c'est pas comme ça que je conçois le monde président de la entrepreneurial. République dise oui, je suis choqué comme vous, mais je peux rien faire. Est-ce que vous pensez que c'est audible? C'est pas qu'on fait rien, pardonnez-moi. Partout où l'État est présent, il peut agir dans les conseils d'administration, etc. Ensuite, on n'est pas un pays, pardonnez-moi, communiste, avec administration des prix par l'État. Et je crois pas que les Français seraient très favorables à ce que l'État décide de tout, c'est-à-dire de tous les salaires et de tous les prix. D'accord ? Certains le souhaiteraient dans le pays, c'est l'extrême gauche. Ce n'est pas ce que souhaitent les Français, parce que là, ça n'a jamais vraiment marché, en fait. Donc, on veut encourager l'emploi, on veut encourager l'investissement. C'est parce qu'on a cette politique qui est favorable à l'investissement que les entreprises s'installent à nouveau en France. Et on veut effectivement baisser les impôts pour les classes moyennes dans notre pays. Il y a différents dispositifs qui peuvent être envisagés. Il n'y a pas d'arbitrage précis sur la manière de procéder, mais on veut que ça intervienne. Le plus tôt sera le mieux. On a parlé pendant la campagne, par exemple, des droits de succession. On a montré depuis 6 ans qu'on baissait les impôts pour les Français. Le président de la République, on peut lui reprocher des choses quand on n'est pas d'accord avec la ligne politique qui est la sienne. Et moi, ça fait suffisamment longtemps que j'ai fait de la politique pour vous dire qu'il a le mérite de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il s'était engagé à ne pas augmenter les impôts et à les baisser. Il le fait continuellement depuis 6 ans. On a encore supprimé la redevance audiovisuelle, qui n'est pas un impôt, mais enfin qui coûtait quand même de l'argent. Mais j'ai du mal à Français. comprendre comment est-ce que vous pouvez d'un côté nous dire que vous êtes à l'euro près pour le budget et de l'autre que vous allez baisser les impôts. Et ce sont des choix, Apolline de Malherbe, qui sont payants. Je vais vous le dire quand même. La croissance dans notre pays, elle augmente. Les chiffres sont tombés ce matin, 0,2% d'augmentation 0,2%, au trimestre. C'est pas folichon, mais ça tient. Excusez-moi, mais la dernière fois que j'ai été invité dans une émission, on m'a dit, vous savez très bien que la France va connaître une récession, qu'il n'y aura plus de croissance. C'est pas le cas. On a dit, si, il y en aura de la croissance. Non seulement nos chiffres, nos objectifs pour 2022 ont été validés, et les oppositions nous étaient tombées dessus en disant que c'était faux, etc. C'est validé désormais, mais en plus, on est parti sur une tendance à la croissance. Et qu'est-ce qu'on fait de cette croissance ? On la redistribue aux Français. On la redistribue. Alors on fait des choix politiques. Le choix de la nation, là, cette fois, c'était d'augmenter le salaire des enseignants parce qu'il le fallait. Le choix de la nation, c'est de mettre plus d'argent sur l'hôpital. On dépasse pour la première fois les 100 milliards d'euros sur l'hôpital. Et en même temps, on réduit les déficits et on réduit la dette parce qu'on a une meilleure gestion des finances publiques. Et dans le même temps, il y a une dégradation des services publics et de l'accès aux services publics qui, chaque jour, désespère les Français. Les Français qui se présentent aux urgences et qui trouvent portes fermées quand c'est la nuit, quand c'est des maternités qui ferment. Les Français qui se rendent compte que quand ils tentent d'avoir un certain nombre de services, ils ne l'ont pas. Et notamment, ce service public qui est l'accès au fait de refaire ou de faire tout simplement ses papiers. Elisabeth Borne elle-même s'est engagée à réduire les délais. Les délais, aujourd'hui, pour refaire un passeport, ou pour faire un passeport tout court, c'est 66 jours minimum. Et ce que nous avons découvert sur RMC, c'est une enquête qu'on a dévoilée ce matin, c'est qu'il y a tellement de temps pour obtenir un rendez-vous, qu'il y a un business, une sorte de marché noir aujourd'hui en France de l'accès aux rendez-vous, les prises de rendez-vous. Quand vous êtes à Vitry-sur-Seine, par exemple, le prochain rendez-vous de la mairie, la prochaine disponibilité, c'est le 18 septembre. Sauf si vous payez un intermédiaire, des informaticiens qui ont créé une sorte d'application assez juteuse qui vous offre un rendez-vous dès la semaine prochaine. Parce que les services publics ne fonctionnent plus. On a un marché noir du service public, Olivier Véran, en France. Mais je ne suis pas déconnecté, Apolline de Malherbe. Donc ça veut dire que... Alors je l'ignorais pour ce marché noir, ce qui est scandaleux. Le ministère de l'Intérieur l'ignorait aussi. C'est notre reporter, Alfred Orange, qui a téléphoné au ministère de l'Intérieur et qui le lui a appris. Je suis pragmatique. Comme à l'époque du Covid et de la vaccination, si on développe un outil numérique qui permet d'aller plus vite, pour tout le monde, et que c'est gratuit, on ira. Sauf que maintenant, ça veut dire que ça va être une inégalité financière. C'est-à-dire que ceux qui peuvent payer auront un rendez-vous, ceux qui ne peuvent pas payer n'auront pas de rendez-vous. Oui, non, attendez. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis en train de vous dire que ça, j'aime bien ? Non, pas du tout, et c'est illégal. Bon. C'est pas illégal. Si, je pense que si. Le ministère de l'Intérieur, et c'est à notre plus grande surprise, je vous l'avoue, nous a expliqué hier que c'était pas officiellement illégal, que c'était immoral, mais que ce n'était pas... en tout cas, qu'il n'avait pas les moyens de l'empêcher. Est-ce que les services publics régressent dans notre pays ? Pardonnez-moi, attention aux grandes généralités. Il y a un vrai problème sur les papiers d'identité. C'est pour ça que la Première ministre a pris l'engagement. On réduit par 2. Ça veut dire qu'on met des centaines d'emplois. Donc c'est de l'argent public, mais il faut le faire. C'est un investissement nécessaire pour les Français pour que ça aille plus vite partout en France et gratuitement. Bon, premier point. 2, est-ce que les services publics régressent dans leur ensemble ? Pardonnez-moi, c'est nous, à la demande du président de la République, qui avons mis en place plus de 2500 maisons de France Service sur les territoires. Vous savez, quand on quitte Paris, qu'on va dans des endroits qui sont un peu loin des grandes villes, avec des personnes qui sont parfois des personnes âgées,
et qui sont éloignées du numérique et qu'elles ont enfin un endroit où il y a quelqu'un d'humain qui les reçoit, qui leur parle et qui les accompagne dans leurs formalités administratives, c'est parce qu'on a créé ces maisons de France Service et on va continuer de les créer. Mais est-ce que sur l'hôpital, il y a inégal. Mais personne n'a dit qu'il était égalitaire. Je vous dis juste que quand on dit qu'il n'y a plus de service public, on a fait des choix d'investir massivement pour que là où il n'y avait plus d'accès humain au service public, il y ait à nouveau cet accès. Ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes avec l'hôpital? Oui, et vous en connaissez, vous en avez parlé sur votre antenne à juste titre. Le problème de l'hôpital, c'est qu'on manque de médecins. Et pourquoi est-ce qu'on manque de médecins? Parce qu'on n'en a pas formé pendant 50 ans dans le pays. Et je le redis parce que c'est important. C'est en 2018, quand il arrive au pouvoir, qu'Emmanuel Macron supprime le numerus clausus qui empêchait jusqu'ici de former des médecins en France. Il faut 10 ans pour les former. En attendant, on identifie plein de solutions. Vous savez de quoi vous parlez, puisque on vous êtes forme vous-même des médecin. assistants médicaux, on met en place la télémédecine, on donne un accès direct à des professions paramédicales. Donc on trouve toutes les solutions pour faire en sorte de restaurer les services publics là où ils sont fragilisés. Olivier Véran, vous parliez à l'instant de la question de remplir le frigo et je voudrais qu'à 8h48 on puisse y revenir puisque les chiffres de l'inflation officielle de l'INSEE viennent de tomber, plus 5,9%. Ça c'est l'inflation globale sur un an. Elle réaccélère donc après s'être tassée au mois de mars et 14,9%. Ça c'est l'inflation sur les produits alimentaires. Elle semble se tasser légèrement. Sauf que là encore, on a le sentiment que vous êtes assez impuissant face aux multinationales et notamment aux grands industriels. Bruno Le Maire, régulièrement, ici même, dit « Je les invite à revenir à la table des négociations pour que les prix puissent baisser ou qu'au moins l'inflation puisse baisser ». Rien n'y fait. Enfin, je veux dire, ni Coca-Cola, ni Unilever, ni personne, ni Pepsi ne reviennent à la table des négociations. Moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que le seul grand groupe, l'un des grands groupes français agroalimentaire, Danone, a un taux de marge qui est maîtrisé aux alentours de 9%. Je vois que quand on commence à parler de groupes américains comme Unilever, on va venir par les citer, c'est plutôt 17-18%, et que quand il s'agit de Coca-Cola, on monte carrément au triple par rapport à Danone, c'est-à-dire 24-25%. Le taux de marge. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui peut ça veut dire que je vois que des groupes français ont fait manifestement des efforts pour maîtriser leur taux de marge et que certaines grandes marques étrangères, internationales, que les Français apprécient et qu'ils aiment avoir dans leur caddie, ont des taux de marge qui sont bien supérieurs. Pour certains groupes américains, j'ai vu qu'on atteint même les 47% de taux de marge. Donc c'est-à-dire qu'ils gonflent leur. Ça veut dire que nous avons demandé aux acteurs français de faire un effort, ils le font. Nous avons demandé à la grande distribution de faire un effort, ils ont réduit et maîtrisé leur taux de marge. Le taux de marge, Olivier Véran, ma réponse c'est qu'il faut de la transparence. Le taux de marge, je voudrais juste préciser pour que tout le monde le comprenne bien, c'est effectivement la marge qu'ils se font sur le prix du produit. Ça veut dire qu'exactement, c'est la marge qu'ils se font. Ça veut dire que quand ils vont vous dire ça augmente de 30%, il y en a peut-être une petite partie qui est due en effet aux contraintes du prix de l'électricité, du prix des transports, mais que tout le reste, en fait, c'est que sous prétexte de l'inflation, ils l'ont gonflé encore cette inflation pour augmenter leur marge. Ça veut dire que Bruno Le Maire a obtenu qu'au mois de juillet, des négociations soient à nouveau ouvertes sur les prix, ce qui normalement n'est pas le cas. Pour que la grande distribution il espère que dès maintenant, pour que la grande distribution puisse renégocier les prix. Attendez, juste un point important. Pourquoi est-ce qu'on le veut maintenant? On le veut parce que les prix des matières premières chutent. Non, pas baissent, chutent. Pour certains prix, ça chute. Donc il faut qu'il y ait un effort supplémentaire qui soit réalisé par des groupes industriels, notamment dans Olivier Véran, vous appelez donc à la transparence. C'est-à-dire quoi la transparence? Je pense qu'il faut qu'on ait la vérité sur les prix. Carrément pointer du doigt, il faut pouvoir dire je suis pas dans le pointage, mais vous posez une question, je me la pose avec vous. Donc comme on se pose tous les deux ensemble une question, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir une réponse. La réponse, je pense qu'elle doit être apportée par les premiers concernés, c'est-à-dire qu'il y ait de la transparence. Si quelqu'un demande 25% de marge, qui nous explique pourquoi est-ce qu'il demande 25 alors que l'année dernière, alors qu'on n'était pas en inflation, c'était 24. Voilà. Et une fois qu'on a ces réponses, on peut en discuter. Et ça veut dire que le consommateur ensuite doit pouvoir savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que Bercy, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, il est ultra engagé, Olivia Grégoire aussi pour les PME, etc. Ils sont ultra engagés pour faire en sorte que ces prix puissent baisser, comme les prix des matières premières et de l'énergie ont désormais baissé. Dernier point, quand vous dites constat d'impuissance, Apolline de Malherbe, jamais un pays n'avait mis autant d'argent pour amortir l'impact d'une inflation. 46 milliards d'euros sur l'énergie. Alors c'est peut-être pas les aliments, sur les prix alimentaires. Au quotidien pour les Français, c'est très dur. Mais au quotidien pour les Français, quand ils payent leur facture d'électricité et de gaz, et que chaque mois il y a 200 € de moins par rapport à ce que payent beaucoup de nos voisins européens, parce que c'est l'État, c'est-à-dire les impôts des Français qui payent, il faut le dire, le marteler et le rappeler. Il y a cet effort des pouvoirs publics très important qui est réalisé sur l'énergie.
Sur l'énergie, je voudrais un petit mot sur les voitures électriques, parce que ça, c'est une question que se posent beaucoup de Français aujourd'hui. Ils arrivent peut-être en bout de course de leur voiture, ils se demandent est-ce que je vais acheter une voiture électrique ou pas? Est-ce que je vais continuer à trouver de l'essence ou pas? Est-ce que j'aurai des bornes de l'électrique? Est-ce qu'il y aura d'ailleurs de l'électricité en permanence? Est-ce que je peux vraiment m'engager sur ce point? Et il y avait une grande promesse, vous avez dit qu'Emmanuel Macron faisait ce qu'il avait promis. Il avait promis des véhicules électriques à 100 euros par mois. Oui. Alors oui, Elisabeth Borne dit que ça va commencer à arriver, que les premiers véhicules seront à l'automne, mais ce sera quel modèle? On se rend compte que c'est des voitures quasiment inutilisables, enfin en tout cas avec très très peu de marge, avec très peu d'autonomie. Attendez, d'abord, les gens qui sont très attentifs aux questions écologiques vous diront que la voiture électrique de demain, c'est pas la grosse voiture électrique qui fait 600 ou 700 bornes d'autonomie, parce que ça veut dire qu'elle aurait une très grosse batterie, et donc ça veut dire que c'est une voiture très lourde, et donc qui va être fortement consommatrice de matières premières. Bon, ensuite non, mais on a des voitures. Pas une Tesla à 100 euros par mois pour tous les Français, mais quand même. Mais non, mais vous avez des voitures électriques. Au moins une voiture de qui puisse qualité. être efficace. Alors pardonnez-moi. D'abord, il y a eu beaucoup de contre-pubs sur les voitures électriques ces derniers temps, et je pense que c'est pas innocent. Je vous le dis. Le problème, c'est aussi les Français qui vivent hors des cités, hors des villes. Je vous le dis, il y a eu de la contre-pub qui a été faite dans une certaine période vis-à-vis des voitures électriques, et à mon avis, c'est pas innocent. La voiture électrique, est-ce que c'est l'avenir? Oui. Est-ce qu'il y aura des bornes partout en France pour recharger sa voiture? On le fait, on y travaille. Et ceux qui nous font pas confiance pour y arriver, donc à regarder l'implantation de la fibre numérique sur le territoire français, il n'y a pas un pays en Europe mieux couvert que la France, et on l'a fait en 3 ans. Donc cette promesse sera tenue. Vous aurez des bornes, vous aurez des voitures électriques à 100 euros par mois, ça vous coûtera nettement moins cher que des voitures thermiques. Ce sont des voitures qui roulent avec 4 roues, un moteur avec lesquels vous ferez des centaines de kilomètres, et vous pourrez vous balader autant en ville que pour aller à la plage si vous en avez la possibilité pendant l'été. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé du renouveau démocratique.